je vous dois quelques mots d'explication. Il y a un an environ, on a eu l'idée, à Genève, en Suisse, pays donc pas si attardé que ça, de créer à la Comédie de Genève un cycle de digression. Des camarades de Strasbourg sont venus voir ce cycle de digression et m'ont demandé d'exporter cet OTNI, cet objet théâtral non identifié. En fait, il s'agit ni d'une conférence, ni tout à fait d'un spectacle, on ne sait pas trop de quoi il est question. Néanmoins, le principe est le suivant. Au départ, après une longue expérience théâtrale, dont une partie s'est déroulée d'ailleurs à Strasbourg, que je retrouve ici, j'ai assisté à la fin du Centre national de l'Est et au début du TNS, participant à des mises en scène ou à de l'enseignement à l'école. C'est donc un retour presque aux sources. Mais ils m'ont demandé donc de venir faire ces digressions qui sont parties d'un principe très étrange. L'interprète au théâtre n'était pas celui qu'on croit. L'interprète au théâtre, c'est le public. Le public va interpréter les spectacles. Il va donc avoir une part active, une part extrêmement importante dans la création de l'artefact, de l'objet théâtral non identifié, ou identifié d'ailleurs. Et on a essayé de montrer au public ce que c'était que leur propre digression. Pour ça, en 5 soirs, on a joué des extraits de pièces qu'on a sélectionnées. On a répété très peu. Il y a eu un service et demi de répétition par spectacle d'environ 1h30. Donc avec 6 comédiens, 3 hommes, 3 femmes. Le premier soir, c'était Sina. Le deuxième soir, c'était le Misanthrope. Le troisième soir, le Préjugé vaincu de Marivaux. Le quatrième soir, un mixage entre Le Chandelier de Musset, donc, et Badine, du même Musset. Et le 5e soir, j'ai demandé à un écrivain ou une écrivaine, comme on dit de nos jours, en transgressant toutes les lois du français, j'ai demandé d'écrire une adaptation contemporaine du Préjugé vaincu de Marivaux sur le monde de l'intermittence. Ça s'y prêtait très bien. Et nous avons joué ça, et le principe c'était que de temps en temps, à mon gré, ou bien au gré des perturbations de la scène, j'intervenais pour donner un peu mon point de vue de lecture sur ce que j'avais vu. Un peu me mettant à la place des spectateurs qui ont à formuler, sans même le savoir, qu'ils le veuillent ou non, leur propre point de vue sur le déroulé d'une soirée théâtrale. Dans le cadre donc, de cette expérience, j'ai bien compris que le comédien n'était en aucun cas un interprète, mais un passeur de signes. Il passait des signes, tant sonores que visuels, à destination de la salle. Et que la salle s'emparait de ces signes, un peu comme le lecteur s'empare des signes typographiques d'un livre pour en faire sa propre histoire. Car il n'y a aucun doute que lorsqu'on lit Le Rouge et le Noir, par exemple, on est tout à la fois Mathilde Meung, on est tout à la fois Julien Sorel, on est tout à la fois tous les personnages, peut-être même qu'on sélectionne à l'intérieur de ces personnages celui à qui on aimerait le plus ressembler ou qu'on aimerait avoir le plus comme ennemi. Cette question-là étant posée, on a tenté de renouveler ces expériences plusieurs fois. Il y aura d'ailleurs une prochaine expérience en juin à Genève, dans un autre théâtre, qui reprend le format au théâtre du Grutli, et où on va faire des digressions sur le théâtre moderne. Pour ça, donc, j'ai écrit une pièce qui est elle-même digressive. Et je vais faire des digressions d'une digression. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un peu le principe qu'on a adopté. Et là, profitant de toute une série d'interventions qui sont faites autour de Théâtre Reiss, avec
la collaboration des écoles, avec la collaboration des amateurs et des professionnels, on a décidé d'avoir une ou deux soirées de ce type-là. Celle-ci, elle est un peu étrange, car elle pose le problème d'une série de digressions sur un objet que, d'une part, je ne connais pas vraiment. Bon, j'ai eu des informations, des textes, mais j'ai volontairement peu vu de choses, pratiquement pas, sinon tout à l'heure, quand on réglait un peu les éclairages, pour pouvoir être comme vous, assez innocent devant ce que je vois, et me mettre vraiment à votre place, et essayer de dégager certaines obsessions qui sont les nôtres en tant que spectateurs, et que nous allouons, que nous attribuons au spectacle que nous allons voir. À savoir que c'est un boni que nous ajoutons au spectacle, mais parfois un malus. Des fois, on est mal luné, on est peu perceptible, et on jette de côté l'objet théâtral. C'est donc toujours ce qu'il y a de formidable avec le théâtre, ce climat d'incertitude. Je pense que le théâtre, c'est le principe d'incertitude par définition. Il y a deux données, c'est l'incertitude sur ce qui va se passer. On ne sait jamais. On ne sait jamais pourquoi, parce que le théâtre est toujours au présent et que les gens qui font le théâtre avec nous, c'est-à-dire les spectateurs, pour peu qu'ils soient un public, c'est-à-dire des êtres qui acceptent de jouer pendant un temps le côté naïf du spectateur, vont contribuer à établir le spectacle. Le pire, c'est quand ils sont le public. Quand le public devient un public, c'est grave, c'est les soi-disant connaisseurs, c'est les soi-disant ceux qui ne veulent pas être pris par l'histoire et qui prennent une distance et tout. Ça, évidemment, on parle très peu pour eux parce qu'ils parlent pour eux-mêmes. Et ils parlent déjà complètement fermés d'eux-mêmes. Donc, vous êtes un bon public, vous êtes un public. Voilà. Bon ou mauvais, vous êtes un public, et ça suffit. À partir de ce moment-là, nous allons entendre des textes étranges pour la plupart. Je ne suis pour rien dans la sélection, ça me permet d'être comme vous, dans l'innocence totale. Maintenant, revenons à la question du principe d'incertitude que le théâtre vraiment véhicule. Il ajoute à ça un autre principe, je dirais le principe de l'inquiétude. Car en effet, le théâtre doit inquiéter. Si le théâtre va instaurer un climat de quiétude, il va interdire l'aspect critique que le théâtre doit développer. Car en effet, qu'est-ce que le théâtre fait? Finalement, il développe notre propre critique sur la façon dont on nous fait lire le monde. Il y a une façon de nous faire lire le monde qui nous est imposée souvent dès la scolarité, dès d'ailleurs la famille, parfois par des adjuvants complémentaires, religion, parti ou autres, qui nous donnent des quiétudes. Or, si on veut que le théâtre fonctionne, si on veut qu'il apporte du nouveau, de l'inédit, de l'inattendu, il faut que le théâtre développe un régime d'inquiétude. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de négativité dans le théâtre. Il est donc incertain, il déclenche l'inquiétude, reste à savoir maintenant comment ça opère. Alors on va essayer d'entrer dans le sujet pour faire court, et donc place à l'acteur de théâtre. Je m'arrête avant la fin des 3 coups pour vous dire simplement que par exemple au théâtre c'est très marrant. Il y a des anecdotes qui sont drôles. On tapait 12 coups au théâtre. Et puis après 3 coups. C'était les 12 apôtres et la Trinité. Et puis, dans un climat de laïcité bien compréhensible, après le siècle des Lumières, on a décidé d'opérer autrement. On a dit qu'il faut surtout éviter le chiffre 12. On va garder le 3. Ça, on ne peut pas tellement l'éviter, mais on va taper 13 coups. Alors on a tapé 13 coups. Puis à ce moment-là, il y a un gars quand même qui a dit « Ouais, mais 13, ça porte malheur. » Alors on décide de taper 11 coups. Ce qui fait que dans les théâtres laïques, maintenant, dans les vrais théâtres, ceux où on tape encore les 3 coups,
eh bien, on précède ces 3 coups de 11 coups. Mais dans les vrais théâtres, il y a aussi un rideau, il y a un lustre. Dans les vrais théâtres, il y a quelque chose qui nous incite à la cérémonie. Ça se perd de nos jours dans les bunkers qui sont mis à notre disposition. Et il faut qu'on retrouve par nous-mêmes ce climat. Et souvenez-vous, pour ceux qui sont comme moi plus âgés, s'il y en a, quand on allait au théâtre, que nos parents nous emmenaient au théâtre, et qu'on voyait le lustre et le rideau rouge qui tout d'un coup vibraient, parce qu'un comédien venait par l'œilleton jeter un coup d'œil pour savoir si les copains étaient bien dans la salle, et si les critiques ennemis étaient là, eh bien, à partir de ce moment-là, on était au théâtre. Il y avait de la magie. Maintenant, il faut reconnaître que c'est un peu perdu. Je pense qu'on va le retrouver. Je vous fais le pari que des hommes de théâtre intelligents et des femmes de théâtre supérieurement intelligentes vont régler le problème en réadaptant les théâtres à l'effet de magie, à l'effet de cérémonie, à l'effet finalement de plaisir et de jouissance, puisqu'après tout, jouir n'est pas loin de jouer, et que le théâtre joue pour nous faire jouir. L'exercice commence. L'exercice commence de manière tellement amusante que la fin, qui n'est pourtant pas aussi comique que cela, pourrait facilement disparaître sous les rires. Qu'y a-t-il de plus grotesque que la définition d'un art politique comme une discipline s'appliquant aux créatures marchant sur leurs pieds parmi les créatures vivant en troupeau? Car Dieu sait que les guides humains n'exercent pas l'élevage d'animaux aquatiques, mais terrestres. Et parmi ces terrestres, il faut établir une distinction entre les terrestres ailés et ceux qui, dépourvus d'ailes, marchent sur leurs pattes. La régie est bien réglée. Si l'on veut déboucher sur les populations humaines qui, c'est un fait notoire, sont dépourvues de plumes et d'ailes. Or voilà que l'étranger dans le dialogue de Platon ajoute que ce peuple de piétons parmi les apprivoisés est lui aussi par nature articulé en 2 groupes, mais clairement séparés. Certains de leurs espèces ne sont pas cornus, tandis que d'autres apportent des cornes. Un interlocuteur érudit ne se fait pas dire 2 fois ce genre de choses. Aux 2 groupes correspondent de nouveau 2 types d'art pastoral. D'un côté, les pâtres pour troupeaux à cornes, et l'autre, les pâtres pour troupeaux sans cornes. Et il devrait être évident que l'on ne trouve de véritables guides de groupes humains que lorsqu'on exclut les pasteurs destinés aux bêtes à cornes. Car, si l'on voulait faire garder les hommes par des pâtres pour animaux cornus, à quoi pourrait-on s'attendre d'autre qu'à des empiètements de la part de personnes compétentes ou faussement compétentes? Or, pour en venir au roi, il est tout aussi visible que qu'il est le pâtre d'un troupeau sans cornes. Mais ce n'est pas tout. Ils ont d'autre part un apport avec la mission consistant à protéger les créatures vivantes accouplées sans hybridation. C'est-à-dire des créatures qui
qui ne copulent pas en dehors de leur espèce. Comme ont par exemple coutume de le faire le cheval et l'âne. Ils doivent donc veiller à l'endogamie et cherchent à empêcher la bâtardisation. Si l'on ajoute à ces créatures non ailées, sans corps, et qui s'accouplent avec leurs semblables, le critère de bipédisme, ou pour employer un terme plus moderne, de la marche debout, l'art de la surveillance qui se réfère à des bipèdes non ailés, non cornus et accouplés sans hybridation, pour fort bien être choisi comme l'art véritable et se démarquant de toutes les fausses compétences. Cet art pastoral prévoyant doit quant à lui être subdivisé en un art violent, tyrannique, et en un art volontaire. Si l'on exclut la forme tyrannique comme inauthentique et trompeuse, il reste le véritable art politique. Il est défini comme le fait de prendre soin d'un troupeau de bipèdes quand il est aussi volontairement exercé qu'accepté. Mais à présent, après le grand renversement métabole, alors que sous le règne de Zeus, les dieux se sont retirés et ont laissé aux hommes le soin de se garder eux-mêmes, le plus digne gardien et éleveur reste le sage, chez qui le souvenir des visions célestes du meilleur est le plus vivant. Sans l'idéal du sage, le soin de l'homme par l'homme demeure une passion inutile. 2500 ans après la période où écrivait Platon, on dirait que non seulement les dieux, mais aussi les sages se sont retirés, nous laissant seuls avec notre absence de savoir et nos demi-connaissances en toute chose. Ce qui nous est resté à la place des sages, ce sont leurs écrits, dans leur éclat rugueux et leur pénombre croissante. Ils existent toujours, dans des éditions plus ou moins accessibles. On pourrait toujours les lire si seulement l'on savait pourquoi on devait encore se pencher sur leurs textes. C'est leur destin que de rester alignés sur de tranquilles étagères. Comme des lettres en poste restante, l'on ne viendra plus chercher. Image ou trompe-l'œil d'une sagesse à laquelle les contemporains ne parviennent plus à croire, envoyés par des auteurs dont nous ne savons plus s'ils peuvent encore être de nos amis. Les objets postaux qui ne sont plus remis cessent d'être des messages à des possibles amis. Ils se transforment en objets archivés. Les livres déterminants de jadis ont peu à peu cessé d'être des lettres à des amis. Ils ne sont plus déposés sur les tables de lecture ou de chevet de leurs lecteurs, mais ont été engloutis sur des tables de lecteurs ou de chevet de leurs lecteurs, mais ont été engloutis dans l'intemporalité des archives. Cela aussi a ravi au mouvement humaniste la plus grande part de son élan d'antan. Il est de plus en plus rare que les archivistes redescendent vers les antiquités textuelles pour aller chercher des propos anciens sur des questions modernes. Il arrive peut-être de temps à autre qu'au fil de semblables recherches dans des caves mortes de la culture, les papiers que l'on n'a pas lus pendant longtemps se mettent à scintiller comme si de lointains éclairs dardaient au-dessus d'eux. La cave des archivistes peut-elle, elle aussi, devenir une clairière? Tout indique que les archivistes ont pris la succession des humanistes. Pour ceux, et ils sont rares,
qui cherchent encore dans les archives s'impose l'idée que notre vie est la réponse confuse à des questions dont nous avons oublié où elles ont été posées. Je comprends rien à rien. Je sais pas comment l'électricité passe dans les fils, comment on fait la lumière et tout. Je sais qu'il y a des barrages, des turbines, des machines, ça je sais. Il faut capter l'éclair, c'est ça, ouais, il faut capter l'éclair. Je sais pas, en fait, j'appuie sur le bouton, et oh, la lumière, ça y est. Bah, de la lumière, c'est con. C'est pas plus compliqué que ça pour moi dans ma tête. J'appuie sur le bouton et ça passe dans les fils, dans les murs et dans l'ampoule. Je suis un homme moderne, quoi. Et la radio, on me dit qu'il y a des ondes qui se baladent, des mégahertz et tout, et moi je sais même pas ce que ça veut dire, les mégahertz. Mais passons des émetteurs et tout, des relais qui relaient tout ça, et quand je tourne le bouton, ça change d'onde et je capte. Mais moi je capte rien. Je sais pas comment ça se passe là-haut pour que ça redescende en bas. Je saurais pas le refaire, faire passer des ondes pour qu'elles redescendent. Et la télé, pareil. Je vais pas me faire un dessin. J'appuie sur le bouton, je capte les images, mais j'explique rien. Comment voulez-vous que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? La voiture, pareil, je mets de l'essence, de l'huile, de l'eau et je tourne la clé. Et un avion qui décolle, je pige pas. Un gros paquebot en fer, sur l'eau, pour qu'il flotte. C'est la bulle d'air, c'est ça? Moi, c'est la bulle d'air, Les fusées, la propulsion, mes fesses, oui. Je suis à zéro, je subis toute la sainte journée, je subis. Alors, faut pas vous étonner, je cherche quelqu'un pour m'expliquer. Faut pas vous étonner si j'ai envie de chialer dès le matin quand je me lève. La seule chose que je sais, en fait, je crois, c'est que la Terre, elle est ronde. Voilà. Et encore, à la télé, ils ont dit qu'elle n'était pas vraiment ronde. Qu'elle était plate sur l'épaule, Je suis un homme moderne, on n'est même pas à l'âge de bronze. Et on prétend qu'il n'y a plus d'esclavage. C'est une blague ou quoi? C'est une blague. Moi, ce que ça déclenche pour moi, c'est la contradiction. Entre les deux textes que Ahmed a bien choisis, il y a un grand éclairement entre le point de vue, disons, qu'on dirait de nos jours, un télo du premier texte et le traitement populaire qu'il livre du deuxième. Et ça nous permet d'avoir un signe théâtral extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans le premier, avec l'histoire ils sont aussi drôles tous les deux. Hein. Si c'était joué avec vulgarité, on pourrait dire que c'est du bigard. Hein. Simplement, les termes seraient différents. Hein. Mais au lieu de cornes, on parlerait de queue. Hein. Bon, mais autrement, c'est-à-dire que c'est un répertoire populaire qui nous amène à réfléchir. Et moi, ce qui me prend là-dedans, d'abord, c'est une chose, c'est qu'il le lit. Alors là, c'est un petit gag. Je pense que le gars devrait être lu. Hein. Ou alors très bien su. S'il est très bien su, on a l'impression que les comédiens l'inventent. Même s'ils ne font pas des trucs pour faire semblant d'inventer des roues-bateaux, je crois que ce que tu dis est que, en prenant des tas de temps pour faire croire qu'on improvise, qu'on invente. Non, pas du tout. On fait croire qu'on récite. Ça, c'est important. La récitation, plus la forme est noble, plus elle est élaborée, plus le théâtre prend sa valeur. Le théâtre en alexandrin est un théâtre merveilleusement moderne, parce qu'il a une forme.
Et ça amène à la deuxième point de vue à partir des archivistes. C'est vrai que l'archive est importante, mais il y a une ambiguïté dans le texte formidable entre l'archive comme matière morte et l'archive comme matière à utiliser. Et à partir de ce moment-là, c'est la boutade que j'emploie souvent, le théâtre classique, la définition elle est claire, le théâtre classique il est moderne, puisqu'on le joue aujourd'hui. Il est peut-être écrit il y a longtemps, mais c'est pas ça au théâtre. C'est pas la littérature dramatique qui est importante, c'est le théâtre. Le théâtre se joue aujourd'hui. Et quelle que soit la pièce, qu'elle soit écrite hier ou avant-hier, elle est toujours ancienne. Plus même si elle est écrite il y a 2500 ans. Donc le problème n'est pas là. Les classiques, c'est simplement le théâtre qui a de la classe. À partir de... On pourrait ajouter peut-être que c'est le théâtre qui s'intéresse à la lutte des classes. Et à partir de ça, on a une définition formidable qui permet de réhabiliter tous les textes. Avec cette simple remarque, on aimerait bien que beaucoup de textes modernes soient classiques. Ah oui, ça changerait beaucoup de choses. Et cette question-là, elle est fondamentale car elle n'appartient pas à l'écriture, elle vous appartient à vous. C'est vous qui, aujourd'hui, interprétez les textes. C'est vous, dans votre... C'est moi et vous, dans notre connaissance des problèmes du moment, que nous prenons les textes pour les utiliser comme de belles métaphores. C'est à nous qu'il appartient de trouver le sens, de créer le sens. Le public, c'est un créateur de sens. C'est pas la scène qui doit véhiculer le sens, ou alors c'est le théâtre de catéchisme, de propagande, de tout ce que vous voulez. Mais le vrai théâtre, il donne à penser, il donne à saisir, il donne à comprendre. À partir de ce moment-là, on est dans le droit fil de ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche est parfaitement expliqué dans le deuxième texte. Car dans le deuxième texte, c'est extraordinaire. Tout est mis en place dans la technologie, mais on ne la comprend pas. Et on dit, et ce qui se dit est formidable, il se dit, j'appuie sur un bouton, mais qu'est-ce que c'est que ce système? Il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et cette balance doit nous amener à nous, gens de théâtre, à nous intéresser aux textes. Qu'est-ce que sont les textes que nous ne comprenons pas? Qu'ils soient anciens ou modernes, peu importe. De toute façon, au théâtre, un texte est moderne quand il a été beaucoup joué. Le texte le plus ancien, c'est celui qui est écrit hier. Celui qui est écrit, si vous prenez le Resti, qui supporte depuis bien des décades des représentations différentes, de Stein à des tas de gens qui ont monté le Resti, ça accumule du sens autour de la pièce et elle devient moderne. Elle devient moderne par acquisition d'effets de spectateurs. Autrement, on reste dans l'idéologie du producteur. Or, le théâtre doit quitter l'idéologie de la production pour entrer dans l'esthétique de la réception. C'est l'esthétique de la réception, c'est-à-dire ce que le public a amené au théâtre, qui constitue la grandeur du théâtre. Étant entendu, encore une fois, qu'il est toujours au présent. Le cinéma est toujours au passé. Le film a toujours été fait au moins hier, quand on le voit, quand on le consomme. Le théâtre est le seul art moderne complètement présent, au moment où ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette effusion, ce contact, cette osmose entre la scène et la salle. Il me semble que ces deux textes nous initient aux arcanes du théâtre beaucoup mieux que je ne le ferai en vous parlant encore plus loin. Quel est le but de l'étude? Que je le connaisse. C'est de connaître ce qu'autrement nous ne connaîtrions pas. Ce qui est caché, soustrait au sens commun. Si telle est la divine récompense de l'étude, eh bien soit, je veux bien jurer d'étudier pour connaître ce qu'on m'interdit de connaître. Oh,
étudier où je pourrais dîner. Quand on m'interdit expressément de faire banquet. Étudier ou rencontrer une maîtresse bien tournée quand les maîtresses au sens commun sont cachées. Et si j'ai fait un serment trop dur à tenir, étudier comment le violer sans violer ma parole. Si tel est le gain de l'étude, si telle est notre étude, ben, l'étude connaît ce qu'elle ne connaissait pas. Ah, voilà bien des obstacles qui entravent l'étude et entraînent nos esprits vers des plaisirs vides. Mais tous les plaisirs sont vides. Et le plus vide est celui à qui avec peine ne rapporte que peine. Comme être péniblement absorbé dans un livre pour chercher la clarté de la vérité lorsque la vérité aveugle perfidement la vue. Clarté cherchant clarté, vole clarté à la clarté. Oh, avant de trouver la clarté au cœur de l'obscurité, votre clarté s'est obscurcie, car vous perdez la vue. Étudiez-moi plutôt comment charmer l'œil en le fixant sur un œil plus beau. Qui l'éblouit, mais qui sera son guide. Il lui rendra la clarté qui tantôt l'aveuglait. L'étude est comme le glorieux soleil du ciel qui ne se laisse pas scruter par d'insolents regards. Les bûcheurs assidus n'ont jamais rien gagné qu'une petite autorité tirée des livres d'autrui. Ces parrains célestes des clartés du ciel qui donnent un nom à toutes les étoiles fixes ne profitent pas plus de leur brillante nuit que tous les promeneurs qui ignorent leur nom. Trop connaître, c'est ne connaître que des bruits. Être parrain n'est que donner un nom. Quand on retire le papier dans lequel l'œuf est enrobé et qu'on casse la coquille, on découvre un petit jouet en plastique. Ou les pièces d'un petit jouet à monter soi-même. Les enfants qui achètent les œufs Kinder, pressés d'enlever l'emballage et de casser la coquille, ne prennent pas toujours le temps de manger le chocolat. Ce qui les intéresse, c'est le jouet qui est caché à l'intérieur de l'œuf. Ces amateurs de chocolat n'illustrent-ils pas à leur manière la formule de Lacan ? Je t'aime, mais parce qu'inexplicablement j'aime en toi quelque chose de plus que toi, je te mutile. Le jouet n'est-il pas l'objet petit, sous sa forme la plus pure, ce petit objet qui remplit le vide central de notre désir? Le trésor caché, l'agalement, qui est au centre de la chose que nous désirons. Comme Marx nous l'a appris, la marchandise est une entité mystérieuse, pleine de caprices théologiques, un objet particulier satisfaisant un besoin particulier, mais en même temps une promesse d'autre chose, d'un plaisir insondable dont le véritable théâtre est le fantasme. C'est à cet espace fantasmatique que s'adresse la publicité. Buvez X, ce n'est pas seulement une boisson, mais aussi
Le jouet en plastique est le résultat d'une stratégie risquée visant à matérialiser directement, à rendre visible cet excès mystérieux. En mangeant notre chocolat, vous ne mangerez pas seulement le chocolat, mais vous aurez aussi un jouet en plastique, totalement inutile. Les œufs Kinder sont donc le modèle de tous ces produits qui nous promettent quelque chose en plus. Pour l'achat d'un lecteur DVD, 5 DVD gratuits. Encore de manière plus directe, avec ce tube de dentifrice, 30% gratuit. Sans parler de bouteilles de coca. À l'intérieur, de nombreux prix à gagner. Une bouteille gratuite et de magnifiques voitures. La fonction de ce plus est de remplir un manque, un moins, de compenser le fait que, par définition, une marchandise ne tient jamais ses promesses fantasmatiques. En d'autres termes, la vraie marchandise serait celle qui n'aurait besoin d'aucun supplément, qui se contenterait de tenir ses promesses. Vous en aurez pour votre argent, ni plus ni moins. Ne faut-il pas rapprocher ce vide d'une invention datant elle aussi de l'aube des temps modernes, celle du nombre zéro? Brian Rothman a souligné que cette invention était liée au développement de l'échange et de la production de marchandises. Si bien que dès l'origine, le vide et la marchandise sont liés. Dans son analyse classique du vase grec dans La chose, à laquelle renvoie Lacan dans L'éthique de la psychanalyse, Heidegger montre bien que le vase, en tant que chose emblématique, est formé autour d'un vide central, que le contenu du récipient est le vide. On peut donc être tenté de lire ensemble le vase grec et l'œuf Kinder, comme deux moments de la chose dans l'histoire de l'Occident, la chose sacrée à l'aube de son histoire, la marchandise ridicule à la fin, l'œuf Kinder et le vase grec de notre temps. L'image résumant à elle seule toute l'histoire de l'Occident serait alors celle d'anciens Grecs apportant dans un vase en offrande à leur dieu un jouet en plastique. Trouvé dans un œuf Kinder. Il faut reprendre ici la méthode de celle d'Adorno et de Horkheimer dans la dialectique de la raison, consistant à résumer tout le développement de la civilisation occidentale sous la forme d'une longue ligne allant de la manipulation magique de la préhistoire aux manipulations théologiques, ou du vase grec à l'œuf Kinder. Dans cette perspective, il ne faut pas oublier que l'aube de la philosophie grecque est contemporaine du premier développement de la production et de l'échange de marchandises. Au sujet de Thalès, le premier philosophe de la Grèce antique, on raconte qu'il devint riche sur le marché, avant de retourner à la philosophie, pour prouver de quoi il était capable dans le domaine de la vie réelle. L'ambiguïté du mot spéculation, qui a un sens métaphysique et un sens financier. Elle est ainsi présente dès l'origine. Peut-être faut-il risquer l'hypothèse que le vase grec dont parle Heidegger était historiquement déjà une marchandise. Et que c'est ce qui explique dans son centre vide, ce qui donne à ce vide sa vraie dimension. C'est comme marchandise qu'une chose n'est pas seulement elle-même, mais fait signe au-delà d'elle-même, vers une dimension inscrite dans la chose elle-même comme son vide central. Oui, alors là, il y a une différence fondamentale qui intervient à travers ces deux textes, évidemment. On peut me dire maintenant qu'on entre dans une pièce. Les deux premiers, c'était une sorte d'initiation, y compris à la forme. La question de la forme était posée entre les deux, traitée par Ahmed entre le français et l'accent, comme on dit de nos jours, étranger. Et là, au contraire, on entre dans une problématique. Et c'est une problématique vraiment intéressante qui va être développée là, puisqu'elle va mettre en cause
Prenons d'abord l'œuf Kinder. D'abord parce qu'on n'a pas suffisamment mangé et qu'on a envie de chocolat. Ce chocolat qui, entre parenthèses, c'est une petite anecdote en passant, il a une histoire. Quand il est arrivé, le cacao, il était interdit. Sauvagement interdit. Mais oui, c'était un crime que de consommer du cacao. Tous les alcaloïdes, un jour ou l'autre, subissent ce handicap. Hein, de nos jours, c'est la nicotine, mais c'est un alcaloïde comme un autre, à la fois un poison et un remède. Le chocolat était interdit. Mais comme il était interdit en raison de ses qualités agressives, c'est devenu, au siècle d'après, un médicament. C'est-à-dire qu'on a utilisé dans l'alcaloïde ce qui soignait, comme on utilisera l'année prochaine dans la nicotine ce qui soigne. Hein? Les statistiques médicales à travers le monde entier nous avouent, à peu de choses près, qu'il n'y a pratiquement aucun cas de malade d'Alzheimer chez les fumeurs. Ça va nous obliger à revoir bien des positions, puisqu'on commence à inventer des vaccins pour le cancer. Alors on va bientôt voir des écriteaux fumer. Et c'est plus sur les paquets de tabac qu'on verra ça, mais c'est sur les êtres humains naissants, vivre, nuit gravement à la santé. Eh oui, il faut être clair là-dessus. Et puis alors ce médicament dont on parle, 16e, 17e, on a trouvé que c'était évidemment un dépresseur d'une part, mais en même temps, ah oui, quelque chose d'intéressant du point de vue de la sexualité. Un aphrodisiaque en quelque sorte. Et là, mon copain Casanova va l'utiliser. Si vous lisez attentivement les mémoires de Casanova, vous pouvez déchiffrer le nombre d'occurrences où il offre du cacao à des dames, des demoiselles, pour pouvoir arriver à d'autres fins. Et puis il se trouve qu'au 19e, un Suisse, je vous demande un peu, mais il avait trop de lait dans ses alpages. Il décide d'ajouter du lait au cacao. Le lait est un calmant, est vraiment un annulateur de l'effet par trop érotisé du cacao. Alors on fait les plaques de café au lait et on les donne aux enfants dans une belle neutralité helvétique. D'un côté il y a le cacao, de l'autre côté il y a le lait. Comme ça on est tranquille. Il n'y a plus aucun problème. Ah oui, on est clair. Et c'est ce qu'il raconte avec l'œuf Kinder. On peut développer ça d'une façon ou d'une autre, d'une façon étonnante. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la saisie des signes détournés à d'autres fins. Et ça va très loin, parce que si on va j'allais dire sous le vide de l'œuf Kinder ou du vase grec, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Lao Tse. On trouve les grands philosophes. Lao Tse qui dit, c'est pas le rayon qui fait la roue, c'est le vide qu'il y a entre les rayons. Le vide dont parle justement ce texte. Et là, venons après Shakespeare, qui se pose des questions sur la question de l'enseignement, de l'éducation. Il y a une problématique théâtrale qui est montrée ouvertement et impudemment devant nous avec Shakespeare. On a le problème. Qu'est-ce que l'enseignement apporte? Comment être enseigné en quelque sorte? Et surtout, comment accepter l'enseignement, le découvrir, le rechercher? Et dans un deuxième temps, il nous montre que si l'enseignement n'est pas bien maîtrisé, n'est pas bien pensé, il ne mène qu'au vide du vase grec, mais que, par une complaisance moderne, on ramène au petit objet, à l'objet petit a, dont parle mon autre camarade, Lacan, et qui est ce fameux jouet en plastique. Et je trouve qu'en l'espace d'une fraction de temps, car on a passé peu de temps jusqu'à maintenant, on a déjà appris, pour moi, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et en plus avec plaisir. Car on rit, on s'amuse, et on découvre le monde d'une façon étrange, inattendue,
Peut-être que c'est ce que Brecht, pour revenir quand même à lui, appelle l'effet de distanciation, que j'aime mieux, moi, traduire comme l'aveu de théâtre. L'aveu de théâtre, c'est quand le théâtre avoue qu'il ment. Car prenons le cas du théâtre pour compléter cette histoire. Le public, qu'est-ce qu'il est? Il est un super menteur. Le comédien est un menteur. François Perrier indique sa biographie, comédien, profession, menteur. Mais il ment en faisant croire qu'il y croit. Comme dit Marivaux, dans une pièce merveilleuse, les acteurs d'une fois, ils font semblant de faire semblant. Non seulement ils font semblant, mais ils font semblant de faire semblant. Donc ils ne s'identifient pas au personnage. Ils montrent qu'ils pourraient s'identifier, mais c'est le public qui va s'identifier. Pourquoi? Parce que le public, en payant, quand il paye, il achète le droit à entendre du mensonge, mais il va renvoyer ce mensonge à la scène en disant « je vous crois », alors qu'il sait très bien qu'il est au théâtre. Sous le fumier d'Antoine, quand Antoine mettait du vrai fumier, hein, le grand metteur en scène hyper réaliste, le public savait qu'il y avait des planches et des costières de théâtre. Il ne l'oublie pas. Donc il feint. Il feint à sa guise. Vous voyez l'allusion. Il feint à sa guise à lui. C'est lui, c'est pas l'acteur. C'est lui qui décide d'entrer dans le jeu ou de ne pas entrer. Et à mon sens, pour une question qualité-prix, quand on paye une place de théâtre, on a intérêt à faire semblant d'y croire. Autrement, on paye pour rien. Si on paye pour dire « oh, j'aime pas, j'aime pas ça », alors ça, c'est vraiment vraiment la pire des conneries. Donc, et c'est l'enfant qui nous implique ça. Il nous explique ça merveilleusement, l'enfant. L'enfant, le petit enfant, il croit au Père Noël. Et puis un jour, il entre dans une école où il y a de plus grands enfants, et puis les enfants disent « allez, on va jouer au foot après, et tout ça ». Puis moi, il dit « je peux pas, je dois rentrer à la maison parce que je dois écrire au Père Noël pour le prochain Noël ». Et les plus grands disent « quoi? Tu crois encore au Père Noël? Ça va pas la tête. Mais il n'existe pas, le Père Noël. Ah si, il existe, moi je l'ai vu. Il a une grande barbe et tout ça. Mais non, c'est ton père qui joue le Père Noël ou c'est l'amant de ta mère. Mais c'est pas le Père Noël. Il n'existe pas. Puis ils finissent par le convaincre. Alors le môme, il rentre chez lui. Puis sur le chemin, carrefour, il s'arrête, correct. Il laisse passer les voitures, ça passe au vert. Mais pendant ce temps, il dit, je vais aller à la maison. Et je vais leur dire ce que je pense à mes parents. Mes parents qui me grondent sous prétexte que je mens, qui m'interdisent le mensonge, qui sont, mais d'une... Ah non, c'est pas possible, je vais leur dire, ils mentent, ils me mentent. Il part. Deuxième carrefour, il s'arrête, il dit, hey, mais attention, si je leur dis que je ne crois pas au Père Noël, est-ce que j'aurai un cadeau à Noël prochain? Et puis il repart, il s'arrête, il dit, non, décidément, je crois que je ne vais rien leur dire. Et il arrive à la maison, maman, bonjour, je vais écrire au Père Noël parce que j'aimerais une bicyclette, etc., etc. Et il aura sa bicyclette. Il a retourné le mensonge. Eh bien, l'enfant, c'est le public de théâtre. Il retourne le mensonge car il fait croire à la scène qu'il croit réellement à ce que la scène lui dit, alors que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'on va entrer un peu plus dans la théâtralité avec un autre sujet. Lorsqu'un enfant vient au monde,
Contrairement aux autres animaux, il doit apprendre à faire ses premiers pas. Un pas pour papa, un pas pour maman, un pas pour pas se casser la gueule. Et au bout d'un moment, ça marche. Tout le monde s'écriait. Oh, il marche! Il marche! Il marche, oui. Mais où il va? S'écrit bientôt une voix perfide qui n'a pas perdu le nord. Il marche, ça je sais, mais où il va? Et c'est là que se joue le drame. Car personne dans la salle ne connaît la réponse. Alors, pour pas paraître idiot, chacun y va de son invention. Mais le drame, c'est que ces inventions, toute votre vie, elles vous accompagnent. Et si vous répondez comme moi, où il va, je vais faire quelque part. Tout le monde de s'écrier, il veut nous faire marcher. Non, ça, j'arrive pas à comprendre. La marche du monde est pour moi un mystère. Durant toute mon enfance, je me suis senti dépassé par les événements. On fit suivre des cours de rattrapage pour rattraper mon retard. Mais la route était longue et le retard avait trop d'avance. On me poussait à faire les pieds au mur en pronostiquant que j'arriverais bien, position élevée, en haut de l'échelle. Tu dois suivre une branche qui a des débouchés. Moi, je demandais pas mieux, tant mieux. Que les arbres, le jardin m'inspiraient beaucoup plus que les cours. Mais entre cours et jardin, j'avais de quoi faire. Même si, très honnêtement, je voyais bien que ça me menait à rien. Mes parents, ils prenaient de la bouteille, ils n'étaient pas encore sortis de l'auberge. Comme d'avancement en avancement, ils avaient gravi à la force du poignet les échelons, leur secteur. Et le jour, 3e millénaire, où ils s'aperçurent que je n'avais aucune situation en vue, ce jour-là, forcément, ils tombèrent de haut. Dieu merci, les vacances approchaient. Et mes parents se retrouvèrent le bec dans l'eau. Plus de peur que de mal. On m'accorda une plage de répit. Pas de quoi sabler le champagne. Mais cet été-là, je venais de faire un grand pas. J'ai rencontré beaucoup de gens sur ma route. Mes femmes confondues. Les gens pour qui ça marche, ils sont beaux, ils sont riches, leurs parents sont nés avant eux. Ils se sont rencontrés chez des amis.
Non, pas de problème. Tournée cordes, loisirs, voitures de luxe et studios équipés. Elle étudie les pages de droite. Elle se spécialise dans une discipline disciplinée. Et ça couple dans leur arrondissement. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Ils se sont faits tout seuls. J'arrive pas à comprendre. Mais la chose est acquise. Marchent derrière les premiers et ne rêvent que d'un bon classement à l'arrivée. Ils ont généralement des tas de choses à raconter parce que ils ont dû se brûler les doigts, mouiller la chemise, creuser leurs trous pour voler de leurs propres ailes. Une véritable initiation à la vie dont ils ont tant appris, excepté à se taire. Puis il y a les autres, les derniers, ceux qui marchent à côté de leur pompe, les rois d'une nuit éternelle qui n'appartient qu'à eux, les rois au verbe haut, qui tous les sujets sont bons devant un ballon de rouge ou un verre de n'importe quoi, pourvu que les glaçons aient la rotte tranchante. Hein? Les bons hommes à la messe trop-pied, ils n'ont pas respecté les codes et dont les mots jaillissent comme un feu d'artifice tiré de toute urgence du pont désaffecté d'un bateau à la mer. Ce sont ceux-là que je préfère, je les fais disparaître aussi vite qu'ils m'oublient. Ah. De nuit en nuit, nous marchons sans savoir et sans pouvoir se reconnaître. Nos pas se croisent au large des cités en dérive, exiguës. L'on meurt proprement dans son lit au drap propre, après avoir éteint toutes les lumières, soufflé toutes les bougies, et veillé à ne léser personne. Nos pas se croisent sans laisser de traces. Une simple croix sur un calendrier diaphane. Les rois meurent toujours sans couronne. C'est à peine si leur tombes sur le sol font une bosse. Pouvez-vous le comprendre? Saurais-je mourir un jour? Je crains de ne pas en être capable. Je me dis comme ça, mais quelle attitude vas-tu prendre? Je ne parle pas de la contenance de se vivre quelque chose pendant que l'on meurt, le dos au mur, pas de la minute qui précède l'attaque des gaz. On a ses culottes pleines de courage. On tourne son visage héroïquement crispé vers l'ennemi. Non, pas ça, non. Simplement l'événement tout bête. Cela s'abattra sur vous comme un poids. Vous avez une fausse idée de la mort. Ça sera... C'est quelqu'un qui parle par expérience. Voilà la plus vraie de toutes les démocraties. La démocratie de la mort. D'où l'énorme supériorité des prêtres. Ils font comme s'ils étaient morts 100 fois. Comme s'ils tenaient leurs informations de l'au-delà. Ils agissent parmi les vivants aux messagers de la mort. Bon. Peut-être que ça ne sera pas si difficile. Un médecin m'aidera à mourir.
je ne souffre pas trop, je dirais avec un sourire modeste. Excusez-moi, c'est la première fois. Et là, on a une expérience théâtrale intéressante, c'est que il y a tout d'un coup, depuis l'enfant à la mort, en très peu de temps, on a fait un parcours complet. Et on voit à la fois ce qui nous est arrivé et ce qui nous attend. Mais calmement, comme si c'était en face de nous. Parce que le théâtre vient de là. Le théâtre ne vient pas, contrairement à ce qu'on croit, d'une représentation au premier degré, mais le théâtre vient toujours d'une représentation au deuxième degré. C'est-à-dire que dès l'origine, le théâtre a toujours été du théâtre, dans le théâtre, sur le théâtre, par le théâtre. Mais jamais une histoire vraie au premier degré. Chez les Grecs, que ce soit en comédie, Aristophane, que ce soit en tragédie avec les trois grands, on a le même problème. Qu'est-ce que les gens viennent voir? Les gens savent l'histoire d'Édipe, ils savent l'histoire de Médée, ils savent l'histoire d'Oreste, et ils viennent non pas apprendre une histoire, être surpris par un quelconque événement inattendu, ils viennent voir comment on va traiter cette fois cette histoire. Un peu comme l'ancien public d'opéra qui allait voir 40 fois de suite la Traviata dans des mises en scène différentes pour déjouer les pièges des uns et des autres. Cette question est à l'origine du théâtre. Les Grecs viennent, s'installent dans l'amphithéâtre, le public, et qu'est-ce qu'ils ont? En face d'eux, ils ont un grand cercle, l'orchestra, avec le Timélé au centre, l'autel où on égorge naguère le bouc. Le bouc, c'est-à-dire le tragos, la tragédie, le chant du bouc qu'on sacrifie. Et qu'est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir des citoyens élus, disons, donnés comme élus, 12, 15, 18, selon les cas, 24 en comédie, qui entrent dans l'orchestra et qui viennent assister, en se tournant vers la skénée et l'avant-scène, viennent assister à une représentation d'un mythe ou d'une histoire que tout le monde connaît pour la vivre au quotidien, l'histoire politique d'Athènes, l'Assemblée des femmes, Lysistrata, etc., dans les comédies. Et ce qu'ils regardent, les spectateurs, ce ne sont pas les acteurs, qu'on ne peut pas voir, d'ailleurs ils ont de grands masques et tout ça, on voit des statues, mais ils viennent regarder comment les délégués des spectateurs, le chœur, commentent et assistent à la représentation de la tragédie. Et ça, on ne l'a pas encore vu, et j'espère que je le verrai avant de mourir. J'espère voir une fois, comprendre vraiment, physiquement, comment c'est le regard porté par nous, spectateurs, sur nos représentants qui font l'importance. Ce que le théâtre va développer par la suite. Les confidents de tragédie, les valets de comédie, les soubrettes ne sont pas là pour jouer avec les maîtres, avec les protagonistes, avec les héros. Ils sont là pour prendre leurs impressions de ce que vivent leurs maîtres. Et, chose nouvelle, pas nouvelle, parce que déjà le Coryphée le faisait chez les Grecs, voire même parfois le chœur, notamment chez Euripide, pour donner des avis, c'est-à-dire pour corriger le mouvement des cœurs, pour corriger le mouvement des âmes, pour corriger le mouvement des pensées. C'est-à-dire que donc, ces personnages sont hors tragédie. Ils sont là comme des représentants du public, et on va développer ça. Ça va se développer jusqu'au moment où on abandonne le théâtre, ce théâtre du miroir, un miroir très, très spécial, on entre dans le théâtre de la vitre, c'est-à-dire qu'on est censé mettre une vitre ici, et derrière ce qui se joue ne concerne plus la salle. La salle vient en voyeur, par le trou de la serrure, par la vitre, regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais ils jouent pour eux. Et puis il se trouve qu'à un moment donné, au XXe siècle, il y a plusieurs tentatives pour rompre cette vitre qu'on appelle abusivement le quatrième mur, mais qu'il faut appeler la vitre puisqu'on voit à travers. Et quelqu'un va venir avec
un marteau dans une main et une faucille dans l'autre, et il va casser la vitre. Et il va inventer le théâtre épique de nouveau. Il porte un nom, il s'appelle Brecht. Merci. S'il vous plaît, pas trop longtemps, parce que quand on applaudit trop, c'est fatigant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'histoire d'un vieux fossoyeur qui rentre chez lui un soir. Un fossoyeur à l'ancienne. Il est fatigué, crevé, il n'en peut plus. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu as eu beaucoup d'enterrements? Et il dit, non, j'en ai eu un seul. Et sa femme lui dit, un seul, il était fatigué comme ça? Oui, mais c'était un acteur célèbre, il y a eu beaucoup de rappels.